Bienvenue pour cette nouvelle émission de Contrepoint, une émission un peu particulière puisqu'elle est tournée en Écosse. Et donc nous allons parler de l'Écosse à travers deux points qui sont particulièrement intéressants. Le premier, ce sont les rapports entre socialisme et politique. Et le deuxième point, c'est la question du tourisme et notamment le tourisme vu sous l'angle de la liberté de déplacement et de voyage. Alors l'Écosse, vous le savez, est une région qui vote majoritairement à gauche. On a 5,5 millions d'habitants en Écosse. À titre de comparaison, la région Île-de-France, c'est 12,5 millions d'habitants, mais l'Écosse est beaucoup plus grande. Donc on a une région qui est très peu peuplée, avec une faible densité de population, et deux villes majeures au sud de l'Écosse, Glasgow et Édimbourg, qui sont les deux grandes villes historiques. Et c'est là où est concentré l'essentiel de la population. Dans le Grand Nord, les Highlands, là, on a beaucoup moins de monde, on a une région qui est évidemment beaucoup moins peuplée. Il n'empêche que l'Écosse est un bastion du parti de gauche en Angleterre, le Labour. Ça a longtemps été un fief du Labour avec un changement au début des années 2000 vers les mouvements nationalistes et notamment le SNP, le Scottish National Party, qui dirige aujourd'hui l'Écosse sous forme de gouvernement de coalition, puisqu'il n'a pas la majorité absolue. La bascule a lieu en 2007. Avant 2007, on a des premiers ministres issus du Labour et depuis des premiers ministres issus du SNP. Malgré tout, on a un attachement au socialisme et à des partis qui défendent une vision socialiste des choses. Alors, pour quelles raisons ce vote plutôt Labour ou aujourd'hui SNP? Plusieurs raisons peuvent être évoquées. Le premier, c'est une opposition au Parti conservateur anglais. Le Parti conservateur anglais étant plus centralisateur, davantage tourné autour de Londres et de la couronne, le sentiment, on va dire, de liberté, d'autonomie ou d'indépendance s'est plutôt exprimé dans le parti du Labour qui était en faveur de ce qu'on appelle la dévolution. Et c'est d'ailleurs le Premier ministre Tony Blair qui a fait voter des lois de dévolution pour que l'Écosse dispose d'un parlement. Le second point, c'est que les partis nationalistes en Écosse sont des partis de gauche, sont des partis socialistes, à thème, à vocation socialiste. Contrairement à ce qu'on pourrait souvent penser, on associe souvent dans l'imaginaire collectif nationalisme et mouvement de droite. Ce n'est pas le cas en Écosse, comme d'ailleurs ce n'est pas le cas dans de nombreuses régions en Europe, en Bretagne par exemple, en Corse. Les nationalistes sont également socialistes, en Catalogne aussi. C'est-à-dire qu'on a des mouvements qui mettent en avant l'État et l'État qui doit prendre le pas sur le peuple ou une confusion entre le peuple et l'État. Ce n'est pas tellement un État-nation, mais plus exactement une nation incluse dans un État. Et avec notamment chez les mouvements écossais la question de la manne économique que représentent le gaz et le pétrole venant des champs de la mer du Nord autour de la ville d'Aberdeen, qui est la grande capitale gazière. Alors ça a longtemps été une manne importante, notamment depuis les années 1970. Aujourd'hui, ces champs pétroliers et gaziers sont en déclin et donc se pose aussi la question de la suite de l'économie écossaise qui était très tournée vers la rente gazière. On a d'ailleurs une Écosse, et ce n'est pas le moindre des paradoxes, une Écosse dont le budget est déficitaire, donc il y a plus de dépenses que de rentrées financières, et donc ce budget est chaque année complété par des aides venant de Londres. Alors évidemment, les Écossais opposés à l'indépendance font remarquer que l'Écosse est dépendante de l'argent de l'Angleterre et qu'en cas d'indépendance, eh bien, il faudrait soit augmenter les impôts, soit drastiquement réduire les dépenses publiques. Les Écossais en faveur de l'indépendance disent au contraire que c'est parce que c'est à cause de l'Angleterre que le budget est déficitaire et qu'eux sauraient mieux gérer la manne gazière pour équilibrer le budget. Autre point intéressant et qui a trait aussi à l'économie, c'est donc la question du tourisme. Et c'est le deuxième point que je voulais développer. On a beaucoup parlé de surtourisme en France cet été. C'est effectivement un sujet. On a des villes touristiques où le tourisme prend le pas et il peut y avoir beaucoup de monde avec des bouchons, avec des
des villes qui sont congestionnées. Mais le tourisme est une activité économique importante en Écosse. On a le gaz, le pétrole, on a l'industrie de la pêche, de la forêt, un peu d'industrie de sidérurgie, mais c'est évidemment le tourisme avec toutes ses composantes. Pensons au whisky par exemple, pensons aussi au parcours touristique. Et donc le tourisme renvoie à un élément important qui est la liberté de déplacement. On ne peut pas interdire à des gens de se déplacer, surtout si c'est pour se cultiver, si c'est pour voir des sites qui sont beaux, des sites naturels, des sites construits par les hommes, des villes, des sites touristiques majeurs. Donc il y a là la liberté de déplacement. Mais il n'empêche qu'effectivement, on peut arriver parfois à des congestions, voire à des sites qui sont abîmés parce qu'il y a trop de monde. Ça peut arriver. Et donc là, il y a deux manières de réguler, qui sont des manières tout à fait morales et respectueuses de la liberté des personnes. La première manière de réguler, c'est de fixer des quotas. On va estimer qu'il y a un nombre déterminé de personnes qui peuvent aller dans une ville ou dans un espace naturel pour ne pas l'abîmer. On sait bien que s'il y a trop de personnes sur un sentier, par exemple, le long du Loch Ness ou le long d'un littoral, ça abîme par la pression des pieds, donc ça abîme la zone, donc il faut la protéger. Ces quotas, par exemple, un musée comme le Louvre le met en place, il faut maintenant réserver à l'avance ses billets, et le Louvre estime que pour que l'expérience du Louvre soit profitable à tout le monde, il ne faut pas dépasser un certain nombre de visiteurs. Donc, par ce biais-là, il y a une manière de réguler qui est finalement de comprendre qu'il faut ne pas dépasser un certain nombre de personnes par jour pour ne pas abîmer les lieux, dégrader les lieux. Une autre manière de réguler, ce sont les prix. Par exemple, sur l'île de Skye, il n'y a pas de nuitée à moins de 600 € la nuit. Des prix évidemment qui sont exorbitants, mais ça fait une régulation. Et que les personnes qui peuvent payer ce prix-là ou qui veulent aller sur l'île de Skye absolument et qui sont prêts à payer ce prix-là, qui y vont, donc ça vous fait une régulation par les prix. Et on voit bien là comment le marché régule de lui-même par les prix, par la loi de l'offre et de la demande. Il y a un autre aspect très intéressant dans le tourisme, c'est que le tourisme, c'est la valorisation du terroir, la valorisation du local. Il y a un très beau livre qui est paru, maintenant il y a une vingtaine d'années, de la géographe Sylvie Brunel, qui s'intitule « La planète disneylandisée ». Elle a fait un tour du monde avec sa famille et comme tous les géographes, elle a observé, elle a analysé ce qu'elle a vu au cours de ce tour du monde et elle en a fait un livre. Et elle montre très bien, et beaucoup de travaux de géographes le montrent aussi, que le tourisme contribue à valoriser des lieux, à restaurer des lieux. En Écosse, vous avez beaucoup de châteaux qui seraient aujourd'hui des ruines, mais parce qu'il y a des touristes, eh bien, ils vont être restaurés, valorisés pour accueillir des personnes. On a également un site de bataille, la bataille de Culloden, qui est une bataille majeure au XVIIIe siècle entre les Jacobites et les Anglais. Eh bien, le site de la bataille, qui est un champ, est entretenu. Il est préservé, sauvegardé. Il y a un très beau musée également qui a été installé. Et donc, le tourisme contribue à valoriser ce patrimoine. S'il n'y avait pas de touristes, eh bien, ce serait un champ lambda avec des moutons et des vaches. Et il n'y aurait pas de valorisation historique. Donc, le tourisme contribue aussi à cette valorisation, contribue à l'éducation, à l'enseignement, à la valorisation des lieux, à la restauration des lieux. Et le tourisme est une manière de mettre en valeur le local, le terroir. Et je terminerai par là, on connaît évidemment l'Écosse pour ses whiskies. Vous avez deux grandes entreprises mondiales qui possèdent les grandes distilleries, Diageo, numéro 1 mondial des vins et spiritueux, connu notamment pour ces deux marques majeures que sont Guinness et Johnnie Walker, et puis Pernod Ricard, qui possède de nombreuses distilleries, dont Aberlour. Et personne ne s'est offusqué en France que Pernod Ricard, en 1975, rachète Aberlour. Donc on trouve tout à fait normal qu'une entreprise française rachète des entreprises à l'étranger, les valorise et les mette en valeur. Et ça contribue à sauver, ça a contribué à sauver les distilleries de whisky. Le whisky était moins consommé qu'aujourd'hui dans les années 1960-1970. Beaucoup de distilleries étaient même au bord de la faillite. Le whisky a retrouvé une aura à partir des années 1980, notamment grâce à ces grands groupes. Et donc on voit bien comment des grands groupes internationaux contribuent aussi à sauver, préserver des distilleries de terroir, à les distinguer. Chaque distillerie a sa distinction pour que les amateurs de whisky trouvent
leur satisfaction et leur plaisir dans les boissons qui sont proposées. Donc on voit bien là aussi que capitalisme mondial et terroir local ne s'opposent pas, bien au contraire, ils contribuent à se valoriser et à être mis en valeur. Et donc là, on a la mise en, la mise en valeur, la mise en développement du terroir, du local, à l'échelle mondiale, puisque la France est aujourd'hui, avec les États-Unis, l'un des principaux marchés mondiaux du whisky. Merci pour votre fidélité à ces émissions. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Contrepoint.